Monsieur Diop, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Monsieur Biagui, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Beaucoup de sujets à débattre pendant 30 minutes avec notre invité du jour. D'abord, la crise politique qui secoue ces derniers temps le Sénégal avec justement les locales. Nous faisons allusion à ce qui s'est passé à Grand Yoff entre les militants partisans de Khalifa Sall, le maire de Dakar, et du Premier ministre Mimi Touré. Quelle est la réaction du M23 qui est là justement pour ça? On ne vous a pas entendu jusqu'ici sur la question. Merci. Mais tout d'abord, sachez que la violence, d'où qu'elle puisse venir, sera condamnée et dénoncée par le M23 patriotique. Je profite de ce plateau pour rappeler à l'ensemble des téléspectateurs de la LCS que le M23 patriotique est né des flancs du M23. Et la raison principale pour laquelle le M23 patriotique est né, c'est pour dire non à toute forme de violence lors des élections présidentielles de 2012. C'était dire non à toute forme de violence dans le combat contre la troisième candidature de l'ex-président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Et à l'époque, l'argumentaire républicain et même juridique que nous avions fourni, c'était de savoir que le Conseil constitutionnel, étant la seule instance habilitée à valider ou à invalider une candidature, les républicains devraient s'attendre à ce que ce Conseil constitutionnel se prononce. Si Wade était candidat, battre campagne contre le PDS et gagner Wade. Ce que l'actuel M23 n'a pas voulu faire, et nous avons vu ce que ça a donné comme résultante. Violence verbale, violence physique, mort d'homme. Alors nous sommes contre toute forme de violence et en atteste le déterminisme auquel le M23 patriotique a été soumis dès les premières heures de son balbutiement. Avant de revenir sur la question, vous pensez donc que le M23 actuel est à l'origine de ces violences ça, c'est un autre débat, et peut-être que quand l'occasion se présentera, le débat a été soulevé par vous-même. Oui, mais écoutez, c'était tout juste pour expliquer la genèse et l'origine du M23 patriotique, qui est une structure de la société civile et qui est contre toute forme de violence, d'où qu'elle puisse venir. À l'heure actuelle, le Sénégal traverse certes des moments difficiles, mais nous pensons que la violence n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais une solution. Alors, nous appelons les militants de l'APR au niveau de la commune d'arrondissement de Grand Yoff, ainsi que les militants qui sont derrière le maire sortant Khalifa Ababacar Sall, de se tenir à carreau et de savoir qu'en tout cas nous observons et que nous n'hésiterons pas à demander à ce que les populations sanctionnent les auteurs de ces troubles. Alors, on constate que ces violences sont notées dans deux camps, mais qui sont proches du président de la République, notamment l'APR et le camp de Khalifa Sall, le Parti Socialiste, qui sont tous membres du Benno Bokk Yakaar. La violence n'a pas été notée entre les partisans du président de la République et l'opposition. Ça vous surprend un tout petit peu? Ça me surprend car connaissant les deux leaders qui ne sont pas des personnes violentes, ni Mimi Touré, encore moins Khalifa Ababacar Sall. Mais je crois qu'il est temps, en tout cas, qu'ils rappellent leur trouble à l'ordre et que la violence ne saurait être, dans un débat aussi intellectuel que la politique, ne saurait être en tout cas une arme. Bien au contraire, c'est un défaut et je crois que les populations sénégalaises, de manière in extenso, se sont prononcées contre toute forme de violence. Mais est-ce que ça me surprend? Ça ne me surprend pas. Vous savez, le Parti Socialiste a eu la chance de diriger pendant 40 ans le Sénégal. La paire, après quelques années d'opposition, est en train de gérer le Sénégal. C'est le choc des ambitions. Et je crois que
c'est la chose la plus normale en politique. Mais toujours se rappeler à ces acteurs, encore une fois de plus, que aussi bien la violence d'une femme réside dans son charme, la violence d'un leader politique ou d'un leader d'opinion réside dans la pertinence des idées qu'il développe. Et alors nous avons besoin d'idées et nous leur demandons de nous en produire. Mais il y a quand même un paradoxe. Le paradoxe, c'est que ces deux responsables sont dans le même camp, le camp présidentiel. Oui, mais écoutez, ils sont dans le même camp, certes, mais on n'a pas besoin de rappeler aux Sénégalais que le Parti socialiste avait un candidat lors des dernières consultations présidentielles et qui s'est fait battre par l'actuel président. Et que le Parti socialiste étant peut-être le socle même de ce que c'est que la politique aujourd'hui, aura évidemment un candidat en 2017. Alors que le choc des ambitions commence maintenant, je crois que c'est la chose la plus normale. Et donc c'est un Benno qui n'a pas un socle solide. Mais écoutez, nous au niveau du M23 patriotique, nous l'avons toujours fustigé. Nous avons toujours dit que le Benno Bokk Yakaar en tout cas était une armée mexicaine et que les ambitions pour 2017 en tout cas feront irréversiblement éclater ce Benno et les locales l'ont déjà prouvé. Et à partir de ces locales, vous pensez que c'est l'éclatement définitif, pas tout à fait, de Benno? Pas tout à fait. Mais nous allons Je ne parlerai pas d'éclatement, mais par contre, ce que nous pouvons affirmer avec une assurance tranquille, c'est que l'APR aura un candidat en 2017, le Parti socialiste aura un candidat en 2017. Est-ce que ce sera l'éclatement? Je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, si en tout cas les entités qui se retrouvent autour du président de la République, son Excellence le président Macky Sall, ont pour ambition d'améliorer le mieux-être des Sénégalais, je crois que dans le respect strict de leurs différences, ils peuvent encore continuer ce compagnonnage tant utile aux Sénégalais et plus tard voir comment est-ce que, en tout cas à la veille des élections, la séparation se fera de la manière la plus conséquente et chacun en tirera les leçons et nous proposera une candidature pour 2017. Alors, le tout risquerait de tomber sur la tête du président Macky Sall. Nous allons vers des locales. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a indiqué que les partis politiques, les responsables de partis politiques devraient se retirer de ce qui est la chose locale, les élections locales. Vous êtes d'accord avec lui? Peut-être qu'il ne l'a pas dit ainsi, mais il a fait comprendre aux leaders politiques que les élections locales constituent une affaire locale. Et par conséquent, les citoyens doivent s'arranger pour avoir le candidat de leur choix. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a compris qu'il sera battu? C'est pas ça? Qu'il sera battu ou pas, vous savez, nous, au sein du M23 patriotique, nous sommes de la structure de la société civile et nous ne sommes aucunement intéressés par ces élections. Par contre... Mais vous avez un mot à dire sur la situation. Oui, absolument, absolument. Notre mot à dire, c'est que ceux qui ont eu à gérer les municipalités pendant 5 ans doivent nous présenter un bilan et ceci est une exigence, je crois, de l'ensemble des structures de la société civile. Ça, c'est deux. Ceux qui veulent remplacer les candidats sortants doivent proposer, en tout cas, un programme ou une vision allant dans le sens d'améliorer les conditions d'existence au niveau communal. Maintenant, ce sera aux partis politiques qui sont intéressés et à certaines structures de la société civile qui sont intéressées d'aller demander le suffrage au niveau local. Mais ceci, en tout cas, je rappelle, doit se faire dans le strict respect de la différence des autres, mais aussi dans un climat politique extrêmement apaisé, car nous en avons besoin. Vous pensez qu'on aura un climat politique apaisé de la manière dont nous voyons les choses? Parce que de l'autre côté, il y a Abdoulaye Wade et Idrissa Seck qui continuent de faire des sorties contre le président Macky Sall. Écoutez, des sorties virulentes. Je crois que son Excellence le président Abdoulaye Wade est quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie. C'est quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 12 ans et qui encore reste leader de parti et chef de l'opposition. Il est dans son droit de se prononcer sur le vécu quotidien des Sénégalais. Il est dans son droit de se prononcer et de porter même des jugements de valeur sur l'action gouvernementale.
Ça, c'est un. Deuxièmement, Idrissa Seck, en tant qu'ancien Premier ministre, et qui a l'ambition encore de diriger la ville de Thiès, est en droit de se prononcer. Par contre, moi, là où je demande à beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus de vision, c'est que l'opposition, au-delà des critiques qui sont certes pertinentes, qu'elle est en droit de porter contre l'actuel pouvoir, n'a-t-elle pas aussi le droit de proposer, ou en tout cas de faire des contre-propositions allant dans le sens et d'améliorer le vécu quotidien des Sénégalais et d'améliorer le mieux-être des Sénégalais? C'est ce qu'ils ont fait. Ils proposent des solutions. Proposer des solutions, pour le moment, j'en doute. Je crois qu'au-delà de la critique, que ce soit la solution proposée concernant la crise universelle, nous y reviendrons un peu plus tard, de Wade, c'est qu'il y avait un acquis que Macky ne devrait pas bafouer, c'est-à-dire la généralisation des bourses. Écoutez, les Sénégalais savent, c'est une solution, non? L'estime et le respect que je porte à l'endroit du président Abdoulaye Wade, mais je crois que pour avoir un peu voyagé un peu partout à travers le monde, j'ai jamais vu un pays où la totalité des étudiants, je dis bien la totalité des étudiants, ont ou une bourse ou une aide. Et je crois que les derniers rapports, en tout cas de l'indice de développement humain, instrument de calcul, nous a montré que le Sénégal était un pays pauvre. La bourse n'est pas un droit. Il faut que ça soit clair. Mais laissez-moi terminer. Allez-y. La généralisation des bourses n'est pas une solution. C'est le point de vue du M23 patriotique. Et je crois que les étudiants seront d'accord avec moi que tout le monde ne peut pas être boursier. Le Sénégal n'en a pas les moyens. Au lieu de donner une bourse intégrale à l'ensemble des étudiants, je crois que la meilleure solution serait d'améliorer les conditions optimales d'études au niveau du campus universitaire et de faire que l'accès à l'université soit rendu encore beaucoup plus difficile. Du primaire au secondaire en passant par le bac, on s'est rendu compte que la qualité de l'enseignement s'est considérablement dégradée pour plusieurs raisons. Et quand l'occasion se présentera autour de notre débat, nous donnerons les raisons pour lesquelles la situation de l'éducation est à ce niveau aujourd'hui. Mais pensez que la généralisation des bourses est une solution à la crise universitaire. Je crois que c'est ne pas connaître. C'est parce que vous avez parlé de solutions à côté, par rapport aux sorties de l'opposition. Wade a fait une proposition à Macky Sall concernant justement cette crise. En ce moment, il n'y avait pas de crise. En lui demandant de revoir la situation des étudiants en ce qui concerne justement les bourses. Est-ce que ce n'est pas une solution? Mais je dis encore que ce n'est pas une solution, ce n'est même pas une esquisse de solution. Et vous en avez? Vous avez fait des sorties concernant la crise. C'est quoi votre solution en tant que M23 patriotique? Le M23 patriotique pense qu'il serait très prétentieux, voire péremptoire, sur ce plateau de proposer une solution. De proposer une solution à l'État? Par contre, ce que nous pouvons dire à l'État, c'est que rien ne se fera sans un dialogue responsable, honnête et sincère, avec les structures représentatives qui défendent les intérêts moraux et matériels des étudiants. Dialogue, vous parlez de quoi? On parle beaucoup de dialogue. Dans quel sens le dialogue? Quels sont les problèmes? Il faut d'abord identifier les problèmes. Oui. Quelles sont les solutions? Quelle est la capacité de l'État du Sénégal à l'heure actuelle pour les résoudre? Quel sera le chronogramme qui sera mis en place, etc., etc. Mais pas en tout cas se mettre sur un plateau télé et se considérer nombriliste et avoir la prétention d'être la projection orthogonale de Dieu sur terre et dire aux Sénégalais que j'ai la solution. Non, nous sommes très humbles, nous sommes très modestes. Nous croyons que c'est en discutant, en échangeant avec les différentes parties qui se retrouvent autour de l'enseignement supérieur que jaillira la solution. Et vous pensez réellement qu'avec la situation actuelle qui prévaut entre Macky Sall, Idrissa Seck, Abdoulaye Wade, il est possible de se retrouver réellement? Mais tant soit peu que le président Idrissa Seck ou l'ancien président de la République Abdoulaye Wade sont motivés par le Sénégal, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible qu'ils se retrouvent autour d'une table, en tout cas pour discuter des problèmes de l'emploi, de l'agriculture,
une production énergétique suffisante, un enseignement de qualité, des structures sanitaires de dernière génération, etc., etc. Pourquoi pas? Maintenant, tout ceci doit se faire encore une fois de plus dans le strict respect des différences. L'opposition a le droit de s'opposer, le pouvoir a le droit de gouverner. Une mission difficile. Le M23 patriotique est prêt à engager cette absolument, mission. absolument, et nous l'avons déjà dit à travers, excusez-moi de la publicité, le journal Le Populaire du vendredi, que le M23 patriotique, de par ma voix, était absolument prêt à s'engager, à trouver une solution, un cadre idéal pour que le dialogue puisse renaître entre l'opposition et le pouvoir. Mais est-ce que vous avez posé des actes allant dans ce sens? Nous sommes en train d'y travailler et à l'heure actuelle, je préfère être très discret dans ce que nous faisons. Oui, c'est bon de savoir. Vous avez rencontré quelques-uns, quelques partis? Nous avons rencontré et des gens de l'opposition et des gens du pouvoir. Et je crois que, Inch'Allah, d'ici peu, on verra ce qui va réellement se passer. Ça justifie le retour de Wade à Paris? Votre démarche? No comment. Très bien. Alors, nous allons passer à la crise universitaire. Nous en avons parlé un tout petit peu. Notamment les bourses. Aujourd'hui, pensez-vous que si l'État arrivait à résoudre ce problème, il est possible que l'université retrouve son lustre d'antan? Écoutez, parce qu'apparemment, c'est le seul point de divergence. Hein? En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un impératif tactique pour entreprendre tout processus de développement. Et cet impératif tactique passe par un enseignement de qualité. Maintenant, vouloir coûte que coûte avoir les étudiants avec et dire que je propose une généralisation des bourses, je crois qu'il serait irresponsable de le dire. L'université, que je sache, a le droit de former la future élite. Oui. C'est son rôle. C'est son rôle. Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'une future élite peut exiger, alors que ça n'existe dans aucun pays du monde. Oui, mais c'est pas parce que ça n'existe pas dans aucun pays du monde. Le Sénégal n'a pas les moyens, que ça soit clair. Mais le Sénégal ne peut pas octroyer. Mais le Sénégal peut devancer le monde. Mais le Sénégal peut devancer le monde. Oui. Et c'est tout ce que je souhaite d'ailleurs. Voilà pourquoi je suis ici. Oui. Mais je dis que le Sénégal, financièrement, économiquement, n'a ni les moyens, encore moins la capacité. Vous savez, nous, au sein du M23 patriotique, nous ne faisons pas partie de ceux qui ont peur d'affronter le terrorisme estudiantin. Il est temps de dire la vérité aux étudiants. On ne peut pas, à l'heure actuelle, généraliser les bourses. Les bourses doivent être pour l'élite. Il faut mériter d'avoir une bourse, il faut produire des résultats académiques extrêmement confortables pour que l'État puisse t'accorder la bourse. Je crois que ça doit être la règle au niveau du campus universitaire et non pas l'exception. Tout le monde doit se mettre au travail. Le Sénégal traverse des moments difficiles. Chacun dans son secteur doit y mettre du sien et peut-être que demain nous connaîtrons l'émergence. Mais est-ce que dans ces conditions, il est possible de faire ce que vous venez de dire? Parce que l'État a engagé une réforme. Une réforme, c'est des étapes. Est-ce que la meilleure solution, ce n'était pas d'aller étape par étape pour arriver à une réforme acceptée par tous? Mais écoutez, moi du point de vue réforme, le point de vue du M23 patriotique est clair. Nous avions demandé que les étudiants soient associés à cette réforme. C'est ce qui n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et des discussions n'ont pas eu lieu. Mais ce n'est pas une raison, encore une fois de plus. Nous consacrons 40% de notre budget national à l'éducation nationale. Mais la faute revient alors que le campus universitaire ne produit même pas 40% du quantum horaire nécessaire pour valider une année académique. Mais où sommes-nous? Que voulons-nous? Il faut dire la vérité aux étudiants. Les conditions sont difficiles, certes, mais il faut changer les méthodes de combat et les méthodes de lutte extrêmes, allant jusqu'à saccager des bus, allant jusqu'à terroriser la police, allant jusqu'à émeuter toute une cité. Et vous pensez que c'est la faute aux étudiants? Laissez-moi terminer, M. Samou. Et il est important aujourd'hui qu'on leur dise la vérité. Mais il est aussi important de dire à l'État de tenir un discours sincère et honnête. L'État du Sénégal
Sénégal ne peut pas, en tout cas que je sache, et selon les informations que nous détenons par devers nous, ne peut pas généraliser les bourses, encore moins les aides, que ça soit clair. Et l'État n'est pas fautif, parce que vous avez parlé du départ. Tout vient du départ, au départ, hein, parce que les étudiants n'ont pas été associés. Aujourd'hui qu'il y a clash, la faute revient à l'État, qui n'a pas répondu à votre appel, d'ailleurs. Mais ceci, nous comprenons. Il y a plusieurs structures qui font des appels à l'État, que l'État du Sénégal ne réponde pas à notre appel. Ceci ne nous dérange aucunement. Mais même s'il y a une responsabilité engagée de l'État, vu que le campus universitaire est pour la formation de notre future élite, cette intelligentsia doit être activée et rassemblée autour de quelque chose de positif. Quelle que soit la légitimité des revendications, en tout cas qui sont produites par les structures syndicales estudiantines, je ne saurais tolérer, encore moins comprendre cette violence. Mais pourquoi que l'on me dise qu'est-ce que ça a solutionné depuis lors? J'ai l'habitude d'utiliser le fameux livre de Sun Tzu, L'art de la guerre, pour dire que vu que tous les conflits se sont terminés autour d'une table, pourquoi ne pas commencer par ce tour de table et discuter? C'est ça l'attitude intellectuelle, c'est ça l'attitude. Et c'est que l'État n'a pas fait, M. Diop. Mais si vous-même, vous en avez parlé. L'État n'a pas associé les étudiants au départ, donc ça veut dire que la faute revient à l'État. C'est pas parce que l'État ne nous a pas associés dans des concertations qui intéressent notre devenir que nous devons être violents. Au contraire, c'est le rôle des structures syndicales estudiantines d'alerter et le président de la République et leur ministère de tutelle. Mais l'alerte a été lancée. L'alerte a été lancée. Et l'État a envoyé des policiers, ce qui n'a jamais existé. Écoutez, au niveau des franchises universitaires, moi je condamne la présence des forces de l'ordre dans le campus universitaire. Et vous condamnez depuis lors l'attitude des étudiants et non de l'État du Sénégal. Mais écoutez, ce n'est pas parce que je condamne l'attitude des forces de l'ordre que ça valide de facto cette violence que l'on a connue. Vous avez énuméré au début le manque de concertation. Absolument. La non-association des étudiants. Et aujourd'hui, vous parlez de franchise universitaire. Absolument. L'État est responsable. L'État ne peut pas être totalement responsable. Mais l'État est responsable. Absolument, l'État a sa part de responsabilité, ça c'est clair. Très bien. Alors, un autre débat, c'est Karim Wade, Thierno Ousmane Sy et les autres prisonniers encore derrière les barreaux. Le M23 n'a toujours pas réagi, en tout cas une réaction excusez-moi, catégorique. Pourquoi? Écoutez, j'ai comme l'impression que soit vous ne suivez pas les M23 patriotiques ou vous n'êtes pas au courant. Et je profiterai encore sur ce plateau pour vous démontrer pourquoi. Nous avons été la seule structure de la société civile impliquée dans le combat contre la CREI. Nous sommes contre la CREI, nous l'avons dit dès le début. Et pourquoi nous sommes contre? Oui, on n'en disconvient pas, vous l'avez dit, mais il n'y a pas eu de réaction, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par réaction? En dehors de dire que voilà, nous sommes contre la CREI, est-ce qu'il n'y a pas d'autres actes à poser pour pousser à l'État voilà, que la CREI n'est pas... Mais nous, dans notre terrain d'action, ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est faire des communiqués, participer au débat intellectuel et dénoncer de la manière la plus vigoureuse la CREI qui est une structure juridique qui, au XXIe siècle, absout de facto la présomption d'innocence, qui est une structure où, en tout cas, la présomption de culpabilité a pris le dessus sur la présomption d'innocence, et il n'y a pas de recours, etc. Nous l'avons clairement dit, et nous n'avons pas changé de position. Sur le dossier Thierno Ousmane Sy, ce que nous pouvons affirmer avec une assurance tranquille, c'est qu'il y a acharnement. Thierno Ousmane Sy est en train de battre les records de liberté provisoire accordés mais jamais effectifs. Parce que tout simplement le parquet s'y oppose. Et les motivations que donne le parquet, ma foi, sont parfois d'une extrême légèreté. Il y a de la politique derrière? Qu'il y ait de la politique, je ne saurais le dire. Mais de l'acharnement, oui. C'est avec une assurance tranquille que... Pourquoi cet acharnement contre Thierno Ousmane Sy, pas sur les autres? Thierno Ousmane Sy, en tout cas,
nous, le M23 patriotique, et nous profitons encore pour le féliciter. Car je rappelle que la licence, l'origine du problème, c'est la licence Sudatel, alors qu'il n'était que conseiller technique de l'ancien président Abdoulaye Wade. Et il s'est arrangé, en tout cas, avec son background, à vendre la licence à Sudatel à hauteur de 89 milliards et quelques, contrairement aux 100 milliards qui nous sont brassés du matin au soir par certains laudateurs. Je crois que la vérité, c'est que ce Thierno Ousmane Sy, qui s'est battu pour valoriser à pareille hauteur la licence Sudatel, alors que la licence Tigo, une première fois, avait été vendue à 50 millions, et deuxièmement, la licence Tigo est vendue à 50 milliards. Ça veut dire qu'il a battu un record, qu'il a rendu service à son pays. Et un fameux journaliste que nous connaissons tous, Latif, est passé pour dire qu'il y a eu détournement, il y a eu blanchiment d'argent. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais géré, qui n'a jamais manié les fonds publics, peut-il être auteur d'un détournement de 10 milliards? C'est lui qui est porte-parole du gouvernement. Mais qu'il soit porte-parole du gouvernement ou porte-parole de l'Afrique, il faut dire la vérité. Latif Coulibaly l'a dit et voilà ce que... Il n'a pas dit la vérité, vous pensez? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'a pas dit la vérité. Mais vous savez, le contrat qui lie Sudatel à l'État du Sénégal est libellé en dollars. Je vous pose une question. Quelle est la valeur du dollar en francs CFA? Tout le monde, d'une manière mécanique, me dirait 500 francs. Alors que le dollar, tout le monde sait que ça a des valeurs hautes et des valeurs basses. Lors du paiement, le dollar était à 445,661 francs CFA. Latif, ayant calculé sur la base de 500 francs, évidemment, il y a un gap de 10 milliards. Mais ça, je crois que, en tout cas, la BCEAO a fourni à l'heure du paiement et à l'heure de la transaction la valeur du dollar, ce qui innocente d'une manière ou d'une autre Thierno Ousmane. Très bien. Merci beaucoup, cher Tidiane, cher Sadibou Diop du M23 Patriotique. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup, M. Diallo. Et passez une excellente nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi. Merci d'avoir suivi ce grand format. Merci à Papa Kara Djan. Merci à Pape Sambasek et à Alun Sen ou Alou. Mesdames, Messieurs, grand format revient la semaine prochaine avec un autre invité. Et ce sera Demba Dia de Parcelles Assainies. Au revoir et à très bientôt.